Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Arthur Planck. Salut Arthur. Salut Johan, avec plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que pour les gens qui ne te connaîtraient pas, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ouais, je m'appelle Arthur Planck, je suis préparateur mental et moi j'accompagne les gymnastes majoritairement à passer un cap dans leur pratique grâce au mental. Alors on le verra par la suite, mais passer un cap pour moi, ça peut être autant apprendre à gérer son stress que passer au-delà de certains blocages, passer au-delà de certaines peurs. En tout cas, voilà, je les aide à passer un cap dans leur pratique et tout ça grâce au mental. Et quel a été ton parcours pour arriver à ce statut de préparateur mental? Euh, J'ai un peu le principe du practice what you preach. Et du coup, par là, moi, je suis passé par toutes les thématiques que j'aborde aujourd'hui dans la préparation mentale. Je suis gymnaste et je pratique encore aujourd'hui. Mais dans ma carrière de gymnaste, moi, j'ai eu des difficultés avec le stress. J'ai rencontré des blocages aussi à l'entraînement sur des éléments. Je vais pouvoir employer les noms, comme ça les gymnastes sauront de quoi je parle, mais j'ai bloqué par exemple sur la sortie salto à la barre fixe, sur les vrilles arrière au sol, sur la rondelle flip au sol aussi. Donc j'ai eu des blocages sur des éléments comme ça et aussi des problématiques autour du stress en compétition. À l'entraînement, j'étais très très perfectionniste, je refusais absolument d'échouer, et sauf que ça m'empêchait de progresser. Bref, j'ai vécu un peu toutes ces problématiques-là, et puis j'ai avancé, j'ai persévéré, et je suis arrivé du coup après le bac à la fac des sports, et là j'ai découvert la psychologie et la préparation mentale. Et là, j'ai trouvé beaucoup de ressources pour m'aider. Puis, je me suis dit que je pouvais aider les autres par la suite. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai continué sur un master, du coup, entraînement et optimisation de la performance sportive qui était spécialisé sur la préparation mentale sur la première année. Et à partir de là, j'ai décidé d'aider les autres puisque ça avait fonctionné sur moi. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé dans la préparation mentale, en tout cas, parce que j'ai d'abord vécu les problématiques, que j'ai trouvé un peu les ressources, les outils qui m'ont permis d'aller mieux. Et puis, du coup, j'ai décidé de les partager aux autres. OK, tu as parlé du coup du master. Tu as fait une licence avant ou tu es arrivé directement, au master? Ouais, j'ai fait une licence, j'ai fait les 3 premières années de licence, et quand je l'ai passé, du coup, les 2 premières années étaient générales, et la troisième, on devait se spécialiser dans une branche. Donc, il y avait soit la branche du management, soit la branche du sport adapté, soit la branche de l'éducation pour les profs de PS, en gros, hein. Et puis, il y avait la branche de l'entraînement sportif, et ça, c'est moi enfin, c'est ce qui me plaisait, quoi. Donc, je suis parti là-dedans, et à l'issue de la licence, du coup, comme je t'ai dit, je suis passé sur le master pour aller un petit peu plus loin. Et tu as fait dans quelle ville du coup la licence? Et le master au passage? À Lille. Comment? J'ai À fait Lille? licence et master à Lille. Donc ah ouais, le master de Lille, il y a une spécialisation, prépa mentale? Le master de Lille, si tu veux, sa spécificité, c'est d'être pluridisciplinaire. Donc en fait, Mmh. le master à Lille, on va vraiment aller toucher à différents sports, différentes sphères du sport. Donc on va autant sur la préparation physique que la préparation mentale. En deuxième année, c'est très poussé sur la nutrition. Il y a toujours de la préparation physique, bien sûr. Les différentes prises en charge en fonction des publics et en fonction des objectifs. L'évaluation de la performance aussi. Il est très pluridisciplinaire avec une spécialité vraiment sur la première année sur la préparation mentale et sur la deuxième année sur la nutrition. OK, parce que je sais qu'il y a le master de Brest. Moi j'ai fait ma licence à Brest et le master de Brest, il est un peu plus axé sur la psychologie, Ouais, du sport. Et ouais, du coup, je savais pas que Lille aussi, ils avaient, du coup, ouais, c'est pluridisciplinaire comme tu l'as dit. ouais, exactement. Et du coup, tu as fait d'autres formations en plus du master pour, approfondir tes connaissances?
Ouais, bah, il y a une école, il y a une école de préparation mentale en France qui s'appelle Focus, qui fait des formations. Donc moi, j'ai suivi certains cursus en ligne. J'ai pas suivi la grosse, formation qu'ils font parce que les contenus se regroupent un peu avec, ce que j'ai pu voir dans mon master, même si c'est une approche qui est différente. Mais c'est un peu le parcours, c'est un peu la voie privée, si j'ai envie de dire. Il y a la fac où c'est un peu le public, et puis il y a l'école Focus, vraiment la voie un petit peu plus privée et qui va prendre la préparation mentale d'une façon différente. Mais j'ai suivi du coup quand même plusieurs formations chez eux. J'ai aussi passé une formation qui n'a rien à voir avec la préparation mentale, mais qui m'a débloqué certaines choses en moi, qui m'a fait réfléchir autrement sur la prise en charge de l'humain. Je parle là de la formation issue du système FRS. Je ne sais pas si tu connais, mais du coup, j'ai passé la Non. formation FRC de André Ospina, qui m'a vraiment apporté une nouvelle vision de l'être humain et de comment est-ce que l'être humain s'adapte à la contrainte, si je dois résumer ça comme ça. Et puis, j'ai passé aussi des formations, là, tout récemment, sur, par exemple, les réflexes archaïques. Ok, ouais, mais c'est bien parce que je pense que ça se complète et quand tu travailles avec un sportif, c'est des choses qui rentrent en compte finalement. Et si on n'a pas trop de connaissances, je pense que ça peut être un peu pénalisant, quoi. Ouais, totalement. Bah, l'être humain est un être complexe et du coup, Mm. c'est vrai que bon, l'aborder avec la préparation mentale telle qu'on la voit à la fac, c'est bien, mais c'est bien aussi d'avoir quelques autres chemins pour aborder l'être humain qu'on a en face de nous. Ouais, ouais, mais même moi, ouais, c'était en licence, en troisième année de licence, on avait un cours de préparation mentale, un peu psycho du sport. Du coup, Ouais. on a quelques billes, mais c'est bien, mais ça suffit pas, qu'on peut pas dire Mhm. je suis prépa mental. Ouais. Et donc, du coup, maintenant, tu occupes un poste de préparateur mental? Alors, un poste, j'ai créé mon propre poste, si je peux dire, puisque je suis indépendant. Mais, Ok. mais oui, c'est ça. Moi, j'ai un peu deux casquettes que je n'empile jamais d'ailleurs, mais je suis à la fois entraîneur dans un club où je forme les jeunes garçons sur la gym. Voilà, je suis entraîneur en club. Et j'ai une autre casquette qui est celle de préparateur mental, où là, j'accompagne des sportifs et plutôt des gymnastes, mais jamais les gymnastes que j'entraîne dans mon club dans la préparation mentale. Et est-ce que tu utilises quand même des billes de préparation mentale pour je sais pas, pour peaufiner un peu certains points à l'entraînement ou perfectionner des techniques ou ce genre de choses? Ouais, bien sûr. Ouais, je me sers de la Ouais. préparation mentale dans mon coaching, mais ce que je fais n'est pas de la préparation mentale à proprement parler. Je n'accompagne pas sur le mental les gymnastes que j'entraîne. Je tiens vraiment à scinder mes activités et à garder une seule casquette à la fois. Ouais, OK. J'aimerais bien avoir un peu ta vision sur les préparateurs mentaux, en France de manière générale. Moi, je vois ça d'un point de vue extérieur, parce Ouais. que je suis pas à proprement parler dans ce domaine. Pour moi, ça a l'air d'être, très peu développé, pas assez, démocratisé et finalement, c'est difficile d'avoir un poste, à temps complet, par exemple, en préparation mentale. Quel est ton avis, toi, là-dessus? Ouais, je suis d'accord, c'est pas encore, j'en discute pas mal avec les gens autour de moi, mais pour le coup, par exemple, la préparation physique, c'est inné, c'est acquis en fait que ça va servir à la performance et que c'est utile pour performer. Alors que la préparation mentale, on doit encore se battre pour se sentir légitime, entre guillemets, aux yeux des sportifs et des staffs. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué sur ce sens-là. Pourtant, quand on questionne les sportifs et qu'on leur demande si le mental a une part importante ou pas dans leur performance, ils nous citent tous que oui, ça a une grosse part, voire parfois une part plus importante que les qualités physiques au moment du match ou au moment de la compétition, quoi. Donc, il y a un petit peu un paradoxe là-dessus. C'est aussi pour ça que moi, je travaille beaucoup sur les réseaux pour essayer de sensibiliser et démocratiser un peu cette préparation mentale-là auprès des clubs de gym. Parce que oui, il y a un gros travail à faire là-dessus sur inclure la préparation mentale dans le staff, dans la façon de fonctionner, dans la préparation des sportifs, tout simplement. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il faut que ça rentre dans l'esprit des entraîneurs, des staffs. Et je pense aussi il y a une question de moyens, parce que quand je vois qu'il y a certains clubs qui mettent pas les moyens déjà pour un préparateur physique, alors que Mm. tu as dit que c'était, acquis, déjà. Alors après pour, approfondir préparation mentale, tout ça, je pense qu'il y a il y a encore du boulot malheureusement pour amener ça, quoi. Ouais, bien sûr, quand je dis que c'est acquis, c'est dans l'idée des gens, quoi. C'est surtout dans l'idée. Après, dans les faits, je me dis bien que c'est un peu plus difficile parfois. Mais encore une fois, la question de moyens, euh, oui et non. Je partage un peu cet avis-là, mais dans le même sens,
on voit tous les sportifs qui ont des iPhones qui coûtent des milliers d'euros et en fait, c'est une question d'investissement. C'est dans quoi est-ce que je préfère faire l'investissement, moi en tant que sportif et au niveau des clubs, on doit se poser aussi la même question, quoi. Où est-ce qu'on investit? Ouais, c'est une question de priorité, finalement. Du coup, là, j'aimerais rentrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que déjà tu pourrais, définir ce qu'est la préparation mentale de manière générale? Parce qu'on emploie ce mot, mais peut-être que ça peut paraître un peu vague pour certaines personnes. Ouais, bien sûr. Bah, écoute, je vais faire le bon élève et je vais ressortir une définition toute faite, mais qui est, à mon sens, qui définit bien la préparation mentale. C'est une définition de Jean Fournier que j'ai pu d'ailleurs côtoyer un petit peu. J'ai pu le rencontrer d'ailleurs sur différentes compétitions parce qu'il est un peu dans le milieu de la gym. Et du coup, il a donné une définition qui est, en gros, la préparation mentale, c'est une préparation à la compétition. Donc, il y a la notion de compétition dedans, par un apprentissage d'habileté mentale. Le but, ça va être d'optimiser la perf, de promouvoir le plaisir et l'autonomie du sportif. Il y a plusieurs termes à retenir dans cette définition-là. C'est vraiment déjà la notion d'apprentissage. Parce que parfois, on peut croire que la préparation mentale, on est là pour provoquer des déclics et que c'est magique, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est comme la préparation physique, c'est la somme de tous les entraînements qui permettent de faire un déclic et de passer un cap. La préparation mentale, c'est exactement la même chose, c'est pas magique, hein. On ne fait pas une séance de préparation mentale et puis les problèmes sont réglés, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est vraiment un apprentissage. Le but, ça va être vraiment d'optimiser la performance. Euh, pour moi, la performance, elle tient sur plusieurs pieds, hein. Il y a les capacités physiques, techniques, tactiques. Il y a aussi le mental à prendre en compte. Donc, on est vraiment là pour optimiser la performance. La différence avec les psychologues, c'est que nous, on ne va pas rentrer on va pas aller très loin dans la vie intime et surtout, on ne va pas s'occuper de tout ce qui est pathologique d'ordre mental. Et puis, il y a deux notions qui sont très importantes dans cette définition, c'est le plaisir et l'autonomie, parce que sans plaisir, on ne peut pas continuer une activité. Et puis l'autonomie, le but, c'est quand même que le sportif soit autonome dans la mise en place des outils par la suite. Moi, je ne suis pas un coach de vie qui accompagne le sportif sur toute sa vie. Le but, in fine, c'est qu'il n'ait plus vraiment besoin de moi et qu'il sache utiliser les outils par lui-même. Ouais, ouais, bah, je pense que tu as bien défini ça. Je pense, du coup, c'est un peu plus clair pour les auditeurs. Tu as parlé d'habilité mentale. Ouais. Est-ce que tu pourrais aller un peu plus loin? Je sais que il y en a plusieurs et il y en a plein, pas forcément toutes les citer, mais pour donner des Ouais. exemples. Bah, les habiletés mentales sur lesquelles moi je travaille beaucoup, ça va être par exemple la concentration, la capacité à inhiber aussi certaines informations, la capacité à gérer ses peurs, gérer son stress, la capacité à se fixer des objectifs correctement. Euh, voilà un peu les habiletés mentales sur lesquelles je travaille globalement. Ouais, donc après, il y en a plein, mais je pense, du coup, un Ouais. préparateur mental, c'est bien qu'il soit spécialisé peut-être dans certaines. Euh, donc voilà. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ta manière dont dont tu coaches, dont tu accompagnes un sportif en préparation mentale? Comment tu commences? Quelles sont les démarches, etc. Ouais. Ouais, je comprends. Et tu as bien fait d'employer le terme comment est-ce que j'accompagne, parce que pour moi, c'est très important ce mot-là. Moi, c'est vraiment un accompagnement et ça prend d'autant plus sens avec la préparation mentale et comment moi je la vois en tout cas. Euh, pour dire un peu comment ça se passe de mon côté, il y a une première chose que pas mal de personnes oublient de mentionner parfois, mais avant qu'on débute un travail en préparation mentale, il y a toute une phase d'échange. Et bon, globalement, moi, je travaille sur les réseaux, donc les gens peuvent venir directement dans mes messages privés, me poser des questions, et s'ils sont intéressés, voilà, ils peuvent me demander des informations complémentaires sur ce que je propose. Mais il y a toujours une phase d'échange par message, par téléphone ou par visio, où on échange sur, par exemple, moi, ce sont des gymnastes qui viennent me voir, quelle est la problématique qu'elles rencontrent, comment est-ce que moi je pourrais l'aider, parce qu'en fait, il y a toujours un questionnement à avoir de la part du préparateur mental, c'est est-ce que je peux aider cet athlète-là? Est-ce que je peux l'aider? Parce que peut-être que c'est pas dans mon registre, sa problématique n'est peut-être pas dans mon registre. Peut-être que c'est plutôt vers un psychologue qu'elle doit se renseigner. Donc il y a d'abord cette phase-là que pas mal de personnes oublient de mentionner. Il y a toujours une phase d'échange qui est importante à avoir pour se rendre compte de est-ce que je peux aider cette personne ou pas. Et c'est pas un problème si on peut pas l'aider, on va juste la rediriger vers la bonne personne. Moi, il y a aucun souci. Je suis pas là pour prendre tout le monde, même si je ne peux pas les aider. Il y aurait aucun intérêt à ça. Donc, il y a une première phase d'échange qui est vraiment là pour voir si est-ce que ta problématique rejoint un peu mes compétences et comment est-ce que je pourrais t'aider.
Il y a cette phase-là. Ensuite, ben, si on est raccord, si effectivement je peux aider la personne, on passe à un premier entretien où moi je vais poser énormément de questions sur le parcours de vie, le parcours sportif, sur comment ça se passe à l'école, parce que souvent j'ai des jeunes gymnastes que j'accompagne en préparation mentale, donc qu'elles soient à l'école primaire, au collège ou au lycée, ça a un intérêt de savoir comment ça se passe à l'école parce que ça peut impacter son mental. Comment ça se passe aussi dans la vie de famille. Et puis, moi, je fais aussi passer des tests de psychologie du sport, comme l'OMSAT 4, par exemple, qui permet d'avoir des notes sur les différentes habiletés mentales que j'ai mentionnées tout à l'heure. On peut aller plus loin sur des tests complémentaires, comme le STAI, le CSI2, qui permettent de renseigner les niveaux d'anxiété en fonction des situations. Donc ça, c'est un peu tout ce que je fais lors du premier entretien. À partir du premier entretien, j'établis un diagnostic. Et là, je l'envoie à la gymnaste et à ses parents si elle est mineure. Et ils lisent mon diagnostic et ils me disent est-ce que ça leur parle ou non. Si j'ai bien établi un petit peu l'état des lieux, si ça leur parle, si c'est effectivement pour ça qu'ils sont venus, etc. C'est important qu'on soit raccord là-dessus parce que si on ne part pas sur les mêmes objectifs, euh, on va avoir des soucis par la suite dans l'accompagnement. Donc, je donne ce diagnostic-là, ils me font un retour et à partir de là, on peut commencer vraiment les séances d'entraînement mental où là, j'utilise les outils de gestion du stress. On va parler d'identité, on va créer son identité, on va parler de la notion d'échec, du discours interne, on va parler aussi des blocages, comment soulever ces blocages-là, ses croyances limitantes, ses peurs, etc. Et à la fin d'un accompagnement, à l'issue des différentes séances d'entraînement mental, je fais une réévaluation du profil mental pour voir les effets de cet entraînement-là. En sachant que moi, je parle bien d'un accompagnement et du coup, c'est très rare, je le fais même jamais, mais que j'accompagne une sport, enfin, c'est même pas accompagné du coup, mais que je coach un sportif en one shot, en une séance. Moi, c'est pas quelque chose que je fais. Ma première formule d'accompagnement, par exemple, elle démarre à 8 séances. Parce que en dessous de ça, moi, je ne me sens pas capable, en tout cas, je ne me vois pas comment c'est possible d'intégrer les outils correctement, de pouvoir les ajuster, de pouvoir les mettre en place, les réajuster en fonction, etc., de faire ces va-et-vient entre j'ai essayé, il y a eu une erreur, je réajuste, etc. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut avoir le temps. Donc, moi, je travaille avec un minimum de 8 séances et qui sont étalées sur plusieurs mois, du coup. Et quand je parle d'accompagnement, je laisse aussi la possibilité, du coup, à la gymnaste d'échanger avec moi par message pendant toute la durée de l'accompagnement. Ce qui permet de réajuster les outils en cours de route entre deux séances, par exemple. Voilà un peu pour ma façon de fonctionner. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, si, carrément. Et je reviens un peu sur le questionnaire. Je voulais te demander justement si tu en utilisais. Je pensais à l'OMSAT aussi, qui est très connu. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que du coup, tu fais le questionnaire. Et tu vois, en théorie, on pourrait se dire, bon, bah, j'ai passé le questionnaire, c'est bon, j'ai mes réponses. Alors que toi, du coup, tu as mentionné le fait que tu montres ce que tu as obtenu, les résultats, tu les montres à tu vois, l'athlète, aux parents. Et du coup, tu as un retour pour voir si t'es dans le vrai, quoi. Parce que peut-être que le questionnaire, bah, c'est pas du 100%, quoi. Ouais, exactement. Puis donc ça, ce sont des valeurs, ce sont des valeurs qu'on obtient grâce au test, mais derrière, il y a tout le moins objectif, j'ai envie de dire, avec l'entretien où on a échangé. Et moi, mon travail, vraiment, à l'issue du premier entretien, c'est de lier les deux, de lier les résultats du test avec ce qu'on s'est dit dans l'entretien à l'oral sur les différentes situations sur lesquelles je l'ai questionné, de voir si ça colle, de voir les liens qu'on peut faire, parce que peut-être qu'elle a des difficultés à gérer son stress et qu'on voit dans les résultats du test qu'en fait, elle a des peurs sur l'échec, etc. Bref, on peut faire des liens et établir un diagnostic par la suite. Mais pour moi, c'est important d'avoir aussi leur retour, parce qu'il faut que ça leur parle, quoi. C'est hyper important. Moi, je ne peux pas poser un diagnostic et si elle ne s'y retrouve pas du tout dedans, par la suite, ça ne va pas fonctionner, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, il y a beaucoup de communication. Et Mm. ouais, attends, j'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, Enfin bref, c'est pas grave. Je voulais te demander si du coup t'échangeais aussi avec l'entraîneur ou pas? Ou c'est trop compliqué si tu fais ça en distanciel? Ça dépend. Il y a des fois où les parents d'eux-mêmes me donnent le contact de l'entraîneur parce que ça a été vu avec l'entraîneur et qu'on est vraiment dans un accompagnement global du sportif avec l'entraîneur, les parents, le préparateur mental et puis le sportif au centre. Des fois, il n'y a pas de contact du tout avec l'entraîneur. Je suis là simplement pour soutenir la gymnaste, entre guillemets, lui apporter les outils et elle les mobilise par elle-même dans l'entraînement parce qu'il se peut des fois que l'entraîneur, malgré tout, soit contre mon intervention ou
et des préjugés sur la préparation mentale, malgré tout le travail de sensibilisation que j'essaye de faire. Et du coup, c'est vrai que des fois, je travaille avec l'entraîneur, des fois non. Et les fois où je ne travaille pas avec l'entraîneur, ça ne m'a jamais véritablement posé de soucis. Ok. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je trouve que c'est pas mal ce que tu fais, le fait de commencer un certain nombre de semaines pour dire, OK, il me faut tant de temps pour pour qu'il y ait des résultats et pas faire un truc à l'arrache. Et aussi ce que tu as dit en début de podcast, où tu échanges avec l'athlète pour savoir si toi, tu as les billes de l'aider dans son problème ou non. Et que du coup, tu peux lui dire, bah écoute, je peux pas t'aider, ça rentre pas dans mon champ de compétences. Et ça, je trouve, c'est vachement intéressant, c'est hyper positif parce que tu montres que tu es honnête et que bah, tu as tes champs de travail, tu as tes compétences, tu, 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 tu maîtrises certains domaines, un peu moins d'autres. Et je trouve cette honnêteté, elle est 100% ton avantage, quoi. Du coup, je trouve ça hyper intéressant. Je voulais juste rebondir là-dessus. Ah, merci de le faire ressortir parce que c'est une des valeurs vraiment de mon approche. Que tu Ouais. ressortes le mot honnêteté, ça me touche vraiment. Ouais, mais ouais, je trouve que c'est intéressant. Tout comme un préparateur physique qui pourrait dire ah, moi, je suis bon pour développer la vitesse, mais la force, ça rentre pas trop dans mes compétences, ce genre de choses. Je trouve que c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup et voilà, je voulais le relever. Donc, du coup, toi, tu es spécialisé un peu dans les blocages. Est-ce que tu pourrais dire un peu ce qu'est un blocage, peut-être en l'illustrant dans la gym, et bah, comment ça se manifeste? Comment on sait qu'on est bloqué? Dans la gym, concrètement, nous, on réalise beaucoup d'éléments acrobatiques. Des éléments acrobatiques où du coup, il y a forcément un risque de se blesser, un risque de rater, de tomber, de chuter. Mais globalement, on réalise des éléments voilà, qui sont acrobatiques. Et concrètement, un blocage, c'est quoi? C'est quand la gymnaste, elle sait faire un élément. Je vais te prendre un élément basique que tout le monde saura se représenter, mais par exemple, elle sait faire un salto arrière, tu vois, et elle le pratique à l'entraînement, elle sait le faire, il n'y a aucun souci dessus. Et puis, du jour au lendemain, elle va ne plus être capable de se lancer sur ce salto arrière-là. Elle va plus être capable de le faire. Alors qu'elle sait comment le faire, elle sait qu'elle sait le faire puisqu'elle le faisait par exemple la veille, elle se voit dans l'élément, elle est capable de se voir dans l'élément. Si on lui demande de faire de la visualisation, elle va réussir à le voir. Mais pour autant, elle n'arrive pas à se lancer. Ça, c'est un véritable blocage. Et le blocage, il faut le différencier de différentes choses, de la peur rationnelle de faire quelque chose de nouveau, parce que c'est pas pareil. Ça, c'est une peur qui est rationnelle. On a peur de faire quelque chose qui est nouveau, inconnu pour nous, sur lequel il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir peur. Mais le blocage, c'est vraiment je suis incapable de faire ce que j'étais capable de faire avant. Et la plupart du temps, les gymnastes n'arrivent même pas à exprimer pourquoi elles n'arrivent plus à se lancer, parce que c'est vraiment arrivé comme ça, et c'est une peur qui est irrationnelle. Ce blocage-là, il est aussi à différencier de ce qu'on appelle le Lost Move Syndrome. En gros, c'est ce qu'on a pu voir avec la gymnaste américaine Simone Biles au JO, qui s'est perdue en l'air sur un élément et qui a dû sortir carrément de la compétition parce qu'elle ne se sentait pas bien. En gros, le Lost Move Syndrome, c'est je ne comprends plus l'élément. Je ne me sens plus capable de le faire. Je ne me vois plus le faire. Donc, par exemple, pour un salto arrière, je ne me vois plus comment est-ce que j'attrape mes genoux, comment est-ce que je me réceptionne. Alors que le blocage, c'est je vois parfaitement ces étapes-là, je sais que je sais les faire parce que je les fais la veille, mais pour autant, je n'arrive plus à me lancer. Donc ça, c'est véritablement le blocage. Est-ce que tu as besoin que je détaille un peu plus sur le blocage? Non, non, je trouve que c'est assez clair. Mais du coup, moi, ça m'interroge parce que quand on parlait de blocage, moi, ça me faisait penser à mon sport. Moi, je fais du tennis Ouais. et je sais que moi ou même d'autres personnes, hein, pendant un match, par exemple, sur mon service, je vais être crispé, je vais être tu sais, stressé et je vais faire des services tout pourris. Je vais avoir zéro sensation alors que je sais servir. Mais du coup, je me rends compte que c'est pas pareil parce que je me lance, tu vois, mais c'est pendant que je le fais où tu as cette peur et du coup, tu le fais mal. Mm. Alors que là, il y a vraiment, je suis incapable de me lancer. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'il y a qu'en gym où on a des blocages comme ça, ou alors on peut avoir différents types de blocages qu'on retrouve dans différents sports, comme par exemple ce que je viens de mentionner au tennis?
Alors je me suis pas trop questionné là-dessus, mais je pense honnêtement qu'il doit y en avoir dans les autres sports parce que ça se base quand même sur des principes, psychologiques généraux et en fait, c'est pas uniquement lié à l'acrobatie de la gymnastique. Hem, donc c'est quand même, des principes, assez généraux donc heu, je je réfléchis là comme ça, mais peut-être des sports où on doit aller en arrière. Peut-être que, par exemple, le judo ou la lutte ou des choses comme ça où on doit se renverser, dans l'espace, Ouais. on doit aller en arrière, où on doit volontairement faire des gestes qui sont, pas très naturels pour le coup. Peut-être qu'effectivement, on peut avoir des blocages dans ces disciplines-là, le genre de judoka qui n'oserait pas, par exemple, aller sur le dos ou des choses comme ça, qui réaliserait une technique mais qui n'arriverait plus à la mettre en place. Là, on parlerait de blocage, effectivement. Ouais. Ouais, ouais, au judo, je pense, ouais, c'est possible, bah, j'en ai fait aussi moi pendant plusieurs années du judo et c'est vrai que ça déjà quand tu apprends un mouvement où tu dois te sacrifier et t'envoyer en l'air, sur le dos, ça c'est impressionnant. Bon après tu l'apprends, mais après des blocages là-dessus, j'en ai jamais vu, mais je pense, ouais, ça doit exister. Alors du coup, quand tu as affaire à un blocage, comment tu procèdes pour débloquer le sportif? Alors, la toute première chose, à faire selon moi, c'est déjà d'évaluer un petit peu, les sources potentielles, du blocage. Parce que le blocage peut venir de différentes choses. On peut avoir eu une chute traumatisante par le passé ou, par exemple, là, si je prends l'exemple du jour au lendemain, peut-être que j'ai fait une chute hier sur mon salto arrière, je suis arrivé sur la tête et donc logiquement le lendemain, je n'ose plus me lancer et je bloque. Peut-être que, dans l'apprentissage de mon acrobatie, je suis allé trop vite et il y a peut-être eu un décalage entre, oui, mon corps est capable de le faire, il est capable de pousser dans ses jambes, d'attraper les genoux, de réceptionner, je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé. J'ai juste répondu à une contrainte ou à des consignes de mon entraîneur. Mais moi, mentalement, il y a un décalage. Je ne me sens pas capable de faire la chose. Et donc, je n'arrive plus à me lancer. Donc, peut-être que c'est aussi dans l'apprentissage où ça a été trop rapide. Et puis, globalement, le blocage, il apparaît quand le système nerveux ne se sent plus en sécurité. Donc, tout ce qui va un petit peu trigger le système nerveux dans la journée ou dans la vie en général, peut provoquer un blocage. Donc, globalement, on va chercher quels ont été les changements dans la vie en général du sportif dans la période où il y a eu le blocage. Donc déjà, ça permet d'évaluer un peu quelles sont peut-être les sources du blocage pour éviter de retomber dedans par la suite une fois qu'on aura débloqué l'élément. Ensuite, il y a un gros travail sur, déjà se questionner. Moi, j'aime bien partir, en profondeur tout de suite, c'est se questionner sur l'identité et se questionner sur, en fait, cet élément-là que j'ai envie de faire, mais sur lequel je bloque, à quoi il va me servir finalement dans ma vie de sportif? Qu'est-ce qu'il va développer chez moi? En fait, quels sont tous les bénéfices à avoir cet élément et même les bénéfices à bloquer dessus? Parce qu'il y en a. Entre une gymnaste qui a un blocage et un gymnaste qui n'a jamais de blocage, ben, celle qui a eu un blocage a des bénéfices quand même par rapport à celle qui n'a jamais bloqué. Bien que ce soit désagréable sur le moment, que ça puisse ralentir sa progression, qu'en termes de résultats, on voit une différence nette, ben, en fait, elle a quand même des bénéfices à avoir. Et donc ça, c'est important à se questionner dessus. Ensuite, il y a une grosse part aussi du mindset et de comment est-ce que j'aborde la chose, de quel est mon discours aussi. Parce que si, évidemment, à chaque fois que je bloque, je me dis que je suis nul et que je n'y arriverai plus jamais et que je n'ai pas ma place ici, ça ne va pas aider à me lancer. Donc il faut que le discours soit cohérent et aille dans le sens du progrès, de la libération du blocage. Et puis après, il y a la mise en place de plein de stratégies pour remettre le système nerveux en sécurité. Donc ça peut passer par la respiration, ça peut passer par les réflexes archaïques, ça peut passer par des bercements, ça peut passer par des techniques comme le switch, préparation mentale, euh, ça peut passer par une relaxation très profonde et ensuite on utilise ce qu'on a réalisé en relaxation, on va l'utiliser dans la salle de gym, mais d'une certaine manière pour remettre le système nerveux en sécurité. Enfin, il y a plein de choses à faire, plein de stratégies possibles. Et je ne dis pas qu'il y a une stratégie à prioriser plus que l'autre. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le principe général, c'est remettre le système nerveux en sécurité, parce qu'il ne se sent plus en sécurité. C'est vraiment ça le principe. Après, peu importe comment on s'y prend. Ouais, donc finalement, tu as plein d'outils et du coup, tu testes et du coup, je pense, il y a des moments, tu as un outil, tu sens que ça fonctionne pas, du coup, tu bascules sur un autre peut-être?
Ouais, exactement. Et c'est là où l'entretien, il est hyper important parce que ça me donne énormément d'informations sur à quoi est plus sensible la gymnaste, sur comment est-ce qu'elle vit les choses. Et du coup, ça va, moi, me guider sur quel est l'outil que je vais employer en premier dans Ok. sa situation, déjà en termes de pratique dans son entraînement, sur quel élément elle bloque et comment ça se passe à l'entraînement. Je vais savoir quel est l'outil qui va être le plus approprié. Et puis en fonction de son profil vraiment mental, on va voir un peu si elle est plus cognitive, si elle est plus somatique, si elle est plus dans le corps, si elle a besoin d'outils plus corporels plutôt que des outils vraiment mentaux uniquement dans la tête et dans le cognitif. Euh, Ça, c'est moi qui vais jauger un peu quel est l'outil qu'on va prioriser en tout premier, quoi. Ouais, et t'as mentionné aussi que du coup, tu passais sur le terrain. Donc ça veut dire que tu as une première étape en salle et ensuite tu bascules systématiquement en salle de gym ou tu peux rester sur le terrain. Parce que je sais que moi, dans la petite formation que j'ai eue en préparation mentale, en théorie, c'était on a des premières techniques qu'on met en place en salle et après on va sur le terrain. Mais est-ce que c'est vraiment tout le temps comme ça en pratique? Dans ma pratique à moi, j'accompagne les gyms à distance et du coup, je ne me rends presque jamais en fait sur le lieu de leur pratique. Je ne me rends jamais avec elles sur le lieu de pratique. C'est en ça que j'insistais sur le terme apprentissage dans la définition de la préparation mentale, c'est que moi, en séance de préparation mentale, je leur apprends à mobiliser les outils. Ensuite, il y a une part de responsabilité, une part d'autonomie dans la réalisation de ces outils lors de l'entraînement. Moi, je les guide sur comment le mettre en place, comment le faire, quand, pourquoi, comment. Tout ça, c'est moi qui leur partage ça. Maintenant, à l'entraînement, c'est à elles de prendre la responsabilité de mettre en place l'outil. Et puis, c'est pour ça aussi que je parle d'accompagnement, parce qu'une fois qu'elle l'a mis en place à l'entraînement, je dis n'importe quoi, le mardi soir, elle peut m'envoyer un message. Moi, le mercredi matin, je lui réponds et on réajuste en fonction de ce qu'elle m'a partagé par message. Ok, mais du coup, toi, tu peux lui dire, tu fais tel exercice plutôt chez toi ou tel exercice plutôt en salle de gym, quoi. Exactement. En fait, il y a plusieurs. En fait, il y a les séances de préparation mentale. Moi, à l'issue de la séance de préparation mentale, d'ici la prochaine séance, je lui donne des exercices à faire à la maison, des choses qu'elle doit faire chez elle, et aussi des choses à mettre en place à l'entraînement. Donc, c'est vraiment un accompagnement au global. Et oui, comme tu disais, du coup, il y a des choses à faire chez soi et des choses à faire dans la salle d'entraînement. Ok. Et est-ce qu'il y a un temps moyen qui débloque quelque chose une figure, ou alors c'est vraiment hyper dépendant de chaque personne, ça peut être très court comme très long. Et est-ce qu'on peut rester bloqué? Voilà, ça fait plusieurs questions, mais Je vois bien. Heu, Honnêtement, de l'expérience que j'ai, je me rends compte que c'est très aléatoire. ouais. Il y a des gymnastes avec qui, un le 1er outil qu'on va employer va libérer la situation et c'est reparti. Et il y en a avec qui on va devoir, utiliser plusieurs stratégies, voire même combiner parfois plusieurs outils pour réussir à se lancer. Et c'est là-dessus où c'est intéressant pour moi parce que ça me permet vraiment à chaque fois de rechercher encore et encore, ce qui peut fonctionner de mieux, et de pas m'arrêter à simplement, voilà, tu as un blocage, on met étape 1, 2, 3, 4 et c'est terminé, bonsoir. C'est pas comme ça du tout que ça marche. C'est vraiment de la réflexion et de la recherche. Hem, du coup, pour le délai, je ne saurais pas dire, c'est tellement aléatoire. Mmh. Ça peut aller de quelques semaines parce qu'il faut quand même intégrer correctement, les outils que je partage, à plusieurs mois. Heu, voilà. Et puis si on n'est pas accompagné, moi je sais que je n'ai pas été accompagné lorsque j'ai vécu, un de mes blocages et ça a pris plusieurs années, plusieurs saisons avant que je me débloque sur un élément. Donc Ah après la préparation mentale, par contre, c'est sûr que ça catalyse un peu tout le processus, quoi. Ça permet d'aller plus vite et directement trouver la source, qui convient, et cetera. Et ensuite, ta 2e question, c'était: «Est-ce qu'on peut rester bloqué?» ouais, c'est ça. Hem, j'ai déjà eu des gymnastes avec qui, ça allait mieux. Elle a réussi à se lancer plusieurs fois et le blocage est revenu. Donc là, bah, il faut se Mmh. questionner sur la source. Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est que quelque part, une des sources n'a pas été traitée et c'est là où, encore une fois, avec toute l'honnêteté que j'ai la main sur quelque chose, mais je n'ai pas la main sur toute la vie de la sportive. Et donc, forcément, s'il y a quelque chose qui se passe dans le cercle familial ou quelque chose qui se passe à l'école et qui peut trigger son système nerveux, je ne peux pas en être responsable et je ne peux pas véritablement jouer dessus, à part
la sensibiliser là-dessus. Euh, mais c'est là où se limite un petit peu mon travail quelque part. Ouais, tu as parlé de «rechute» entre guillemets, de rebloquer sur un élément. Ouais. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut jouer sur le fait d'éviter un reblocage? Est-ce qu'on peut continuer à faire des techniques de préparation mentale, entre guillemets, «en prévention de rebloquer»? Est-ce que ça, tu le fais? Est-ce que, tu le conseilles? Euh, Comme toujours, je vais revenir à ce principe-là de base qui est vraiment de remettre le système nerveux en sécurité. Et en fait, Mmh. tant qu'elle en a besoin de se remettre en sécurité, elle peut utiliser les outils. Moi, il n'y a aucun souci. Ce ne sont pas des outils, enfin, les outils que je partage en tout cas ne sont pas des outils qui sont éprouvants, épuisants, qui prennent du temps, qui demandent beaucoup d'investissement, entre guillemets, dans l'entraînement. C'est des choses qui sont assez rapides, pratiques, qui ne demandent pas voilà, énormément de temps. Enfin, je prends un exemple qu'on pourrait avoir juste avec, si on a des préjugés sur la préparation mentale, je ne leur demande pas de faire une relaxation de 15 minutes avant de se lancer sur un élément, tu vois. C'est vraiment Mmh. beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide que ça, qui parfois ne se voient même pas lorsqu'on les voit s'entraîner. On pourrait ne pas savoir qu'elles font de la préparation mentale en fait. Donc voilà. Et oui, elles peuvent réutiliser ces outils-là en prévention entre guillemets. Mais ce sur quoi il faut vraiment s'intéresser, c'est les sources. C'est les sources du blocage et s'assurer qu'il n'y ait aucune source potentielle de blocage, quoi. OK. Ouais, c'est super intéressant. Tu as parlé de la peur de l'échec, en début de podcast. Est-ce que tu pourrais, expliquer un peu le lien du coup de la peur de l'échec avec, les blocages et comment on pourrait, optimiser un peu, l'acceptation de l'échec du coup pour mieux performer, quoi? Ouais, bah, il y a des gros liens hein, avec les problématiques sur le mental. Et en fait, la notion d'échec, elle est presque centrale parce qu'en fait, elle fait lien avec beaucoup de choses. Elle fait lien aussi avec le stress que peuvent percevoir les gymnastes en compétition, par exemple. Parce que bien souvent, c'est la peur de rater les éléments qu'elles ont tant préparés à l'entraînement lors de la compétition. C'est la peur d'échouer devant un public, d'échouer devant des juges qui vont mettre une note. C'est la peur d'échouer et de terminer dernière au classement, la peur de ne pas être qualifié. Bref, c'est la peur de l'échec souvent qui est une grosse source de stress et qui peut être aussi, pas forcément une source du blocage en elle-même, mais qui peut entretenir ce blocage. Et avoir cette peur, en fait, que j'échoue et que je ne réussisse jamais cet élément peut entretenir ce blocage. Et du coup, c'est important de travailler sur cette notion d'échec et un gros travail à faire. Moi, je travaille toujours de manière décontextualisée. Donc, quand je travaille avec les gyms, je vais jamais tout de suite aborder les échecs les plus profonds qu'elles ont pu vivre dans leur carrière ou dans leur vie. Je travaille toujours sur des échecs qu'elles ont pu voir chez les autres, d'abord, pour avoir ce recul-là. Parler des échecs des autres qu'elles ont pu voir. Un des échecs phares qu'on a pu voir récemment, et qu'on me cite souvent en accompagnement, c'est Simone Biles aux Jeux Olympiques qui a dû se retirer. Ça a été un gros échec et on en parle souvent en séance de préparation mentale parce que pour le coup, Simone Biles est vraiment très inspirante là-dessus. Et du coup, on travaille d'abord sur les échecs des autres et après on travaille sur les échecs qu'on a vécu personnellement. Et là-dessus, il y a un gros travail sur finalement quel a été le réel échec dans cette situation-là, parce que des fois on me cite une situation sans me préciser quel a été l'échec dans cette situation. Par exemple, une compétition ratée, pour moi, j'ai pas d'information quand on me dit ça. Qu'est-ce que tu considères comme raté? Est-ce que c'est avoir chuté sur tes éléments? Est-ce que c'est avoir eu une mauvaise note? Est-ce que c'est ne pas terminer sur le podium? Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu considères comme un échec là-dedans? Ça, c'est important pour moi de le savoir. Et puis ensuite, on verbalise aussi les émotions qu'on peut ressentir lors de ces échecs-là. Et on se rend compte qu'il y a une panoplie d'émotions qu'on peut ressentir lorsqu'on vit un échec. Il n'y a pas que de la tristesse. Il peut y avoir de la frustration, de la déception, de la honte, des regrets, des remords. Il peut y avoir aussi parfois même une part de joie lorsqu'on vit un échec, parce que finalement, ça peut libérer un poids, soulager ou quoi que ce soit. Et puis après, on travaille un gros travail sur quels sont finalement les bénéfices à échouer, parce qu'il y en a encore une fois. Et en travaillant sur Ouais, ces bénéfices-là, la balance, elle se rééquilibre et ça ne fait plus tellement peur, puisqu'en fait, cette chose-là dont j'avais peur peut me ramener tellement de choses en moi que finalement, il n'y a pas de raison forcément tangible d'en avoir peur ou de éviter à échouer. ouais, après je pense là, parce que là du coup, ouais, comme tu dis, il y a des bénéfices, tout ça, mais le faire, accepter vraiment,
à des sportifs, je sais qu'il y a des sportifs, pour leur dire: «Oui, tu peux échouer», ah bah, ils l'entendent pas, quoi. Donc je pense que là, ça demande vraiment un travail ou utiliser les bons mots et je pense faut être bon là-dedans, pour jouer avec Exactement. ces sportifs. En fait, c'est exactement ça. C'est pour ça que, tu vois, je parle des bénéfices de l'échec qu'après mes 3 minutes d'explication. Et en fait, ces 3 minutes d'explication-là, parfois, ça peut prendre plusieurs séances de travailler sur les échecs des autres, voir ce que j'ai ressenti par rapport aux autres, qu'est-ce que je peux tirer de ces expériences-là chez les autres. Et après, je parle de moi, qu'est-ce que j'ai ressenti moi sur mes échecs, qu'est-ce que je peux tirer de mes échecs, et dans l'échec en général, qu'est-ce que je peux tirer comme bénéfice. Bref, il y a tout plein de petits steps qui font qu'au fur et à mesure, je peux comprendre que l'échec, c'est pas que du négatif. Mais c'est un Et process, si, c'est sûr. et si tu un sportif qui échoue une fois, bon d'accord, c'est pas grave, mais il y a une succession d'échecs et qui commence, tu vois, à le peser et finalement il y a peu de récompenses, il y a peu d'effets positifs suite au travail qu'il a fait. Comment tu arriverais à, comment dire? À faire en sorte qu'il persévère, qu'il continue alors qu'il a quand même une section d'échecs qui commence à le peser? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mais déjà, on peut se repositionner sur quels sont les objectifs. On peut se repositionner sur sur quel objectif on va repartir. Je ne dis pas qu'on doit changer d'objectif absolument, mais souvent, bien souvent, ce qui solutionne un peu le nœud là, c'est de se donner plusieurs objectifs. Parce qu'en fait, la gymnaste qui a la sensation d'échouer ou qui échoue réellement, c'est parce qu'elle vise un seul et unique objectif, mais qu'elle n'en a pas plusieurs et elle ne se rend plus compte, elle ne se rend plus compte de tout ce qu'elle coche, toutes les cases qu'elle coche alors qu'elle n'atteint pas le dit objectif. En fait, il y a plein de cases qu'elle va cocher lors d'une compétition ratée. Même lors d'une compétition ratée, elle a coché plein de cases. Déjà, elle est venue, elle a été courageuse, elle a été déterminée. Peut-être qu'elle a chuté et qu'elle est remontée sur la grille, et ça montre une certaine détermination, une certaine persévérance. Peut-être qu'elle a quand même atteint un certain nombre de points, même si le classement final n'y est pas. Elle a peut-être atteint un certain nombre de points. Bref, il y a déjà sur la notion d'objectif, euh, être plus objectif justement sur ces objectifs-là et ne pas forcément se focaliser sur un seul et unique objectif qui, en plus, bien souvent, ne dépend pas de nous et amène beaucoup de stress. Et ensuite, il y a une part, tu l'as dit tout à l'heure, d'acceptation. Et là-dessus, il y a un gros travail à faire aussi sur le lâcher-prise et sur accepter les choses. Et ça, c'est un gros travail qu'on peut faire grâce à l'outil de la méditation. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je fais, que je mets en place dans tous mes accompagnements parce que quasiment tout le monde a besoin d'apprendre à lâcher prise et à se reconcentrer sur quelque chose. Ça, c'est quelque chose de, de- de- de fondamental pour moi. Je rebondis sur ce que tu as dit, le fait que même si on subit une défaite, on peut quand même cocher, plusieurs cases. Ça se trouve, c'est super intéressant parce qu'on peut retrouver ça dans tous les sports. On peut perdre un match ou quoi que ce soit et finalement, avoir fait, je sais pas, 80 des choses, en fait, c'était hyper positif, c'était super bien et c'est peut-être juste le mec, qui a été meilleur, l'adversaire qui a été meilleur et que finalement on a comme un process qui fait qu'on a progressé et je trouve Ouais. ça, c'est un bon moyen de faire positiver, de faire relativiser, un sportif ou une équipe après une défaite, quoi. Ça, c'était intéressant, ouais. Bah, si tu me permets, relativiser et positiver, Ouais, oui, d'accord. Mais le but, enfin, moi, je suis un préparateur mental. On pourrait croire que le préparateur mental, voilà, il est plutôt soft, il est plutôt là pour traiter les émotions et que tout le monde aille bien et que c'est que du bien-être, etc. Mais je suis là aussi pour optimiser la perf. Et, enfin, moi, je suis aussi un compétiteur, quoi. Et donc, oui, relativiser, positiver, c'est bien. Mais en fait, tous ces objectifs-là, si on les coche, il faut bien se dire que ça nous permet d'avancer aussi. C'est pas juste cocher des cases pour cocher des cases et être content. C'est pas ça. bien C'est sûr. valider des compétences et se dire, OK, là, j'ai passé un cap, en fait. Même si j'ai échoué, j'ai quand même passé un cap sur ces domaines-là. J'ai peut-être raté mon match, j'ai peut-être perdu mon match, mais je l'ai peut-être pas raté. J'ai peut-être perdu mon match, mais j'ai peut-être appris à gérer mes émotions quand même sur ce match-là. Tu vois, il y a quand même des choses qui me permettent de dire que malgré ce match que j'ai perdu, en fait, j'ai quand même passé un cap intérieurement. Et ça va me Ouais, rapprocher ouais, à mon objectif final, en fait. ouais, bah, oui et puis ça comme tu dis, ça reste dans une optique d'optimiser la performance ou les prochaines, performances. Ouais. Est-ce que tu aurais une ou plusieurs idées reçues qu'on entend pour débloquer,
pour débloquer quelque chose ou même d'autres idées reçues, je sais pas, en préparation mentale, où on dit, ah ouais, pour faire ci, il faut faire ça, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, c'est peu efficace ou ce genre de choses. Ben, par exemple, un exemple très spécifique à la gym, mais dans la gym, par exemple, quand les entraîneurs rencontrent une gymnaste qui bloque, quand elles ont une gymnaste entre les mains qui bloque à l'entraînement alors qu'elle savait faire l'élément il y a 2 jours, ben, généralement dans les salles de gym, on voit cette technique qui est employée, où en fait, on va demander à la gym, ou alors on va le faire pour elle, on va compter 3, 2, 1, go, t'y vas. En fait, on dit 3, 2, 1, t'y vas. Et des fois, même, on voit la situation où la coach, elle est là à côté de la poutre et la fille, elle est sur la poutre à 1 mètre de haut, elle doit faire son salto. Elle est là, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Au final, ça finit Mm. par marcher quelque part parce qu'elle se lance. Mais pour moi, c'est une technique qui est très contre-productive parce qu'elle n'apprend rien à la gymnaste, elle n'apprend rien à l'entraîneur. Et au final, la gymnaste, elle se lance juste par la contrainte. C'est juste un assemblage de contraintes, de pression temporelle et de pression de la part de son entraîneur qui lui permet de se lancer. Mais elle ne se lance pas par confiance. Et donc pour moi, c'est très risqué parce que si la gym se lance et qu'en plus elle chute, elle tombe, elle se refait mal ou je ne sais quoi d'autre, elle n'aura pas la confiance nécessaire pour supporter ce choc-là. Elle se sera juste lancée par contrainte. Et ça va juste alimenter son schéma de bah, en fait, j'avais bien raison de ne pas le faire. Donc pour moi, ça c'est une des choses qui est vraiment pas à employer. La technique du 3-2-1 pour se lancer, ça ne met pas du tout le système nerveux en sécurité. En fait, ça ne le met pas du tout dans un cadre sécuritaire. Au contraire. Et après, au niveau bah, c'est peut-être pas, c'est peut-être un préjugé, mais souvent on pense que le préparateur mental, il peut intervenir. En fait, les gens nous appellent que lorsqu'ils font face à un problème. Et c'est presque déjà trop tard, en fait. Euh, Moi, je le dis tout le temps, mais on m'a déjà contacté, par exemple, quelques semaines, quelques jours avant une échéance à gros enjeux, genre une finale de championnat de France ou des choses comme ça, en me disant il faut traiter ça avec mes gymnastes, machin truc. Je dis tout de suite, je ne suis pas un pompier, je ne peux pas venir éteindre le feu au dernier moment, ce n'est pas possible, ce n'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est d'apprendre aux gymnastes à mieux vivre les situations et à les gérer, mais je ne peux pas le faire quand il y a le feu à la maison, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible du tout. Et ça, il faut bien le comprendre chez les personnes qui viennent nous voir, c'est que on n'est pas des pompiers et si on veut faire appel à un préparateur mental, bah, c'est encore mieux de le faire en début de saison quand tout va bien en fait, pour commencer un travail en toute sérénité, quoi. Après, je Ouais, sais je pense que pas, pardon. non, j'allais juste dire ça rejoint ce qu'on disait en introduction où la préparation mentale elle n'est pas assez développée, pas assez démocratisée et du coup on connaît pas assez on connaît pas vraiment le rôle du préparateur mental et ça mène du coup à ce genre de situation quoi. Ouais, bien sûr. Tu disais du coup tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais je sais pas si toi-même tu as tu avais des préjugés ou des. Parce que j'ai vu que tu as fait plusieurs podcasts avec des préparateurs mentaux, donc peut-être que tu n'en as plus maintenant ou moins, mais peut-être que tu en avais avant. Des préjugés? Euh, non, pas plus que ça. Bah, comme je t'ai dit, moi j'ai eu une formation, bon, pas forcément très longue, mais j'avais des billes en préparation mentale et je m'intéressais à ça aussi en plus de la prépa physique. Donc j'ai vite vu les principes, à quoi ça sert et le temps que ça prend. Je dis pas que je suis un professionnel, tu vois, je dis juste Mhm. que je connais certaines choses et du coup, non, j'avais pas spécialement de préjugés. Donc ça va, mais c'était des trucs peut-être qu'on entend sur le terrain. C'était tout simplement ça, Ok. ma question. Euh, du coup, toi, tu es spécialiste dans les blocages, aussi dans la gestion du stress. Alors, le stress, c'est marrant parce on croit qu'on peut enlever le stress. Moi, il y a un moment, je croyais qu'on pouvait faire des techniques et enlever complètement le stress. Et bah, le premier podcast que j'ai fait sur ma chaîne avec un préparateur mental, qui m'avait posé une question, qui m'avait dit, est-ce que tu penses que tel champion, quand il rentre sur le terrain, en l'occurrence c'était au tennis, est-ce que tu penses qu'il est stressé? Et moi, j'avais pas trop su répondre, et il m'a dit, bah ici, forcément, il est stressé, et que finalement, on a besoin d'avoir du stress pour être stimulé, tout ça. Donc, est-ce que toi, tu pourrais définir un peu ce qu'est le stress, l'anxiété, comment
comment ça se gère et distinguer un peu le bon stress du mauvais stress, tout ça. Je pense que c'est un thème assez général qui mérite d'être éclairci. Ouais, carrément. Et puis, c'est un gros, gros sujet parce que enfin, si tu vas sur des compétitions, le stress, il est presque même palpable quand tu es dans le public. Enfin, on sent un peu tout ça. Et puis, dans le milieu de la gym, c'est un très, très gros sujet. Globalement, c'est un peu ce qui affecte la performance de toutes les gyms en compétition. Et ce qui fait la différence le jour J, c'est celle qui va savoir gérer le stress de celle qui va pas savoir le gérer, quoi. Parce que celle qui ne sait pas le gérer va être beaucoup affectée et ne va pas savoir reproduire ce qu'elle sait faire à l'entraînement. Et donc, la performance derrière elle est moins bonne. Globalement, pour moi, le stress, c'est une réaction de notre corps face au danger. Et ce danger-là, il peut être réel, comme il peut être perçu. Et c'est pour ça que parfois, on a du mal à comprendre certaines personnes qui sont stressées dans certaines situations. C'est parce que pour nous, on n'y voit pas de danger, mais pour cette personne-là, avec sa vie, sa façon de voir les choses et son parcours, elle y perçoit un danger. Et du coup, à partir du moment où on perçoit un danger dans la situation, notre corps va stresser. C'est une réaction qui est tout à fait primaire, c'est réflexif, c'est tout à fait normal, c'est OK. C'est une façon aussi de notre corps de nous protéger de ce danger-là. Et du coup, heureusement qu'on stresse même. Heureusement. Euh, le stress, pour moi, il n'y a pas de bon ou mauvais stress, même si beaucoup emploient ces termes-là. Moi, je parlerais plutôt d'un stress qui est géré ou qui n'est pas géré. Parce qu'en fait, en soi, le stress, si on regarde ce que c'est à la base, au niveau hormonal et au niveau des réactions du corps, c'est pas quelque chose qui est négatif. Le stress, il va être déclencheur de l'action chez nous. Il va nous permettre de nous mettre en action, il va nous permettre de nous stimuler. Il va permettre aussi quelque part de mettre en pause notre digestion. Il va aussi augmenter notre vigilance. Il va augmenter aussi notre glycémie et donc on va avoir plus d'énergie disponible. Donc en soi, quand on regarde le stress comme ça, c'est pas quelque chose qui est négatif, voire même ça nous aide. On augmente notre glycémie, on met notre digestion en pause. Ça, c'est tout ce dont on a besoin quand on est en pleine compète. Maintenant, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas négatif à la base. Moi, si tu veux, je fais un parallèle qui est assez simple. Et comme je travaille avec les enfants, c'est hyper important de faire des métaphores et tout ça. Mais pour moi, j'associe le stress au chocolat. Et je ne sais pas si tu aimes le chocolat, mais en gros, euh, le stress, c'est vraiment comme le chocolat. C'est-à-dire qu'en soi, si tu prends un ou deux carrés de chocolat, tu as plutôt des effets agréables. C'est bon, bah voilà, tu as répondu à un besoin de manger, c'est délicieux, ça a bon goût, etc. C'est bien, ok. Par contre, si tu manges 3 plaques de chocolat, là, c'est un peu plus préjudiciable. Là, tu peux avoir une crise de foie, tu peux avoir mal au ventre, des maux de tête, vomir, etc. Le stress, c'est exactement la même chose. Si tu en as une petite dose, c'est ok. Tu reçois les effets positifs du stress. Tu reçois les effets agréables, augmentation de la vigilance, mise en pause de la digestion, glycémie, etc. Par contre, si tu as un niveau de stress qui est trop élevé dans ton corps, en termes d'hormones, je parle, là, tu te tapes des effets qui sont plutôt négatifs. Du genre le cœur qui s'emballe, des milliers de pensées dans la tête, les jambes qui tremblent, les mains moites, les doutes, l'irritabilité, l'agressivité parfois. On peut avoir ce genre de symptômes-là. Donc pour moi, il n'y a pas de stress positif ou négatif, il n'y a pas de bon stress ou mauvais stress. C'est juste une question de dosage et comment est-ce que tu le gères finalement pour rester dans ta dose euh, optimale quelque part. Ouais, mais c'est vrai que j'ai employé le mot bon stress et mauvais stress que j'ai tendance à employer, mais indirectement, c'est vrai que je voulais peut-être parler du coup du dosage. Et du coup, peut-être que ça, c'est une idée reçue, peut-être que j'avais, tu vois, bon stress, mauvais stress. Et c'est pour ça tout à l'heure, tu m'as demandé si j'avais des idées reçues. Peut-être que j'en ai, mais du coup, je sais pas que ce sont des idées reçues, quoi. Donc, c'est un peu le paradoxe du truc. Il y a une fois, moi, j'ai entendu ça une fois dans un podcast et je l'ai entendu seulement à ce moment-là. C'était qu'on a un équilibre entre le stress et la confiance et que plus on a de confiance, moins on a de stress, tu vois, ça diminue. Et inversement, est-ce qu'on a vraiment une balance qui est liée entre le stress et la confiance en soi? Ou alors c'est indépendant et on peut être très confiant et très stressé ou peu stressé, peu confiant. Comment tu verrais ça, toi? Pour moi, ce ne sont pas des choses à opposer parce qu'on peut être confiant et quand même stressé.
parce qu'en fait, ce sont quand même des choses qui sont quand même différentes. Le stress, comme je viens de te le dire, c'est quand même une réaction corporelle. Il y a plein de choses qui se passent dans le corps chimiquement, cognitivement. Euh, Dans le corps, il y a plein de choses qui se passent au niveau du stress. Et oui, ça peut impacter la confiance qu'on a, mais on peut être quelqu'un de confiant et quand même stressé. Si je reprends l'exemple des champions, bon, généralement, pour être un champion, il faut avoir un minimum confiance en soi, mais il n'empêche que sur des grands championnats, on peut être stressé. Donc, on peut avoir une confiance et être stressé. Maintenant, il est vrai que on peut associer ces deux idées-là de la façon suivante. Imagine que tu as une tâche à faire. Par exemple, mon entraîneur me demande de faire un double salto arrière. Je ne vais rien nommer, mais imaginons que ça me demande ça d'énergie. La tâche, elle me demande ça. Et il est vrai que si moi, ma confiance, bah, j'ai plus de confiance que la tâche qui m'est demandée, bah, globalement, je vais réussir à faire la tâche facilement. Par contre, si, par exemple, à cause du stress, peut-être que je perds en confiance sur la situation, peut-être qu'il va se créer un gap et du coup, là, je stresse encore plus. OK? Mais globalement, pour moi, on peut être confiant et stressé, mais il est vrai que sur la situation, on peut se mettre à perdre confiance à cause du stress. OK, donc on n'aurait pas vraiment une balance qui ajuste les 2 plus ou moins haut. Mais c'est vrai que je l'ai entendu une fois, ça me paraissait logique, mais avec du recul, tu peux te dire, tu peux être stressé et tu peux quand même, avoir un niveau de confiance assez haut parce que tu sais que tu as bien bossé. Bah, par exemple, si on prend un exemple aux examens, peut-être que tu as super bien bossé, cet examen. Tu es en confiance parce que tu sais que tu connais tout par cœur, tout ça, mais tu es quand même stressé parce que tu as l'examen, tu vois? Et du coup, tu es confiant et stressé. Je me dis, ce genre de situation, ça peut, clairement arriver et du coup, on n'a pas vraiment cette balance. Après, tout dépend de comment est-ce qu'on définit le stress et comment est-ce qu'on définit la confiance en soi aussi. Et la Oui, définition de la aussi, ouais. confiance en soi, elle dépend presque de chaque individu aujourd'hui. Donc, ça dépend aussi, bien sûr, de comment est-ce qu'on définit les termes. Mais si on définit, oui, c'est vrai qu'on peut voir aussi une balance. Enfin, je suis OK avec cette idée-là. Maintenant, euh, la confiance dans comment est-ce que moi je la vois, c'est-à-dire je me sens capable de faire les choses. Et aussi, quelque part dans la confiance, je rentre aussi la notion de j'accepte aussi une part d'incertitude et j'accepte aussi une part de non contrôlable. De je sais que je ne contrôle pas tout, mais je le fais quand même. Ça, pour moi, c'est Mmh. aussi une part de confiance. Finalement, oui, il peut y avoir une balance quelque part parce que une situation stressante, c'est beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes. Donc, je peux avoir beaucoup de stress, mais je peux aussi être confiant parce que par rapport à cette incertitude-là, moi, je sais que je vais savoir dealer avec cette incertitude. Je sais que je vais savoir gérer ça finalement. Donc, voilà un peu ce que j'en pense en tout cas. Ouais, je pense que peut-être que la balance, ça peut être, employé pour, vulgariser peut-être un peu ces 2 notions et que si on rentre dans les détails, vraiment, c'est pas tout à fait ça, quoi. Ouais. On entend souvent que pour, diminuer le stress, je vais pas dire le supprimer parce que du coup, on peut pas le supprimer, mais pour, être, on va dire se relaxer, peut-être que c'est le mot juste, tu pourras peut-être, mieux définir que moi. On emploie souvent différentes techniques, on entend souvent méditer, respirer, ce genre de choses. Est-ce qu'il y aurait d'autres techniques, plus efficaces? Bon, je pense que ça dépend des personnes, mais d'autres techniques qui sont pas forcément très connues, mais qui sont quand même, efficaces? Ouais, bah, ce que tu viens de citer, alors pour le coup, le stress, encore une fois, c'est une question aussi de système nerveux et tout ça. Enfin, moi, je suis préparateur mental, mais je parle beaucoup avec le système nerveux. Et si tu veux, la respiration, moi, je l'utilise comme un langage. Pour moi, c'est un langage pour s'adresser au système nerveux. Parce qu'en fait, on en a tous fait l'expérience, mais en compétition, des gens ont peut-être repéré qu'on était stressé ou alors on l'a verbalisé. Et des gens nous ont dit, notre entraîneur, notre entourage, nos amis, peu importe, nous ont dit calme-toi, ça va aller, tout va bien se passer. Et pour autant, est-ce qu'on a reçu des changements dans notre corps? Est-ce qu'on s'est arrêté de trembler? Est-ce qu'on s'est mis à arrêter de penser? Pas forcément. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas utilisé le langage qui correspond au système nerveux. Le système nerveux, on lui dit calme-toi avec des mots, il ne nous comprend pas. Ça ne va rien faire corporellement. Au mieux, ça va nous réconforter sur le moment, ça va être bénéfique sur le moment, ça va être agréable de recevoir ce genre de mots, mais ça ne va rien changer dans la mécanique du système nerveux, j'ai envie de dire. Donc il va falloir employer quelque chose de plus mécanique et par exemple la respiration, ça peut être un bon outil. Ça peut être une bonne façon de s'adresser au système nerveux.
Maintenant, il y a aussi d'autres façons de s'adresser au système nerveux. On peut tout simplement, déjà en amont de la compétition, faire un repérage et faire un repérage de, dans la situation de compétition qui me stresse là, qu'est-ce que je ne contrôle pas et qu'est-ce que je peux contrôler. Ramener du contrôle, c'est hyper important pour le cerveau parce que le stress, globalement, c'est du danger, oui, mais le danger, souvent, il se trouve dans les choses que je ne contrôle pas, les incertitudes et dans l'enjeu de la compétition. Donc, en amont, on va déjà essayer de trouver, sur le lieu de la compète, qu'est-ce que je peux contrôler. Il y a des choses que je peux contrôler en permanence, la respiration, par exemple. Mes pensées, je peux les contrôler. Encore faut-il savoir comment les employer, mais je peux contrôler mes pensées. Je peux contrôler ma routine avant de passer à l'agré. Je peux contrôler plein de choses. En clair, il y a plein de choses qu'on peut trouver, qu'on peut contrôler et qui déjà, dans la balance, et là je reprends l'image d'une balance, dans la balance de l'incertitude, l'incontrôlabilité et de ce que je peux contrôler, on essaye de rétablir un peu ça pour que la situation ne soit plus que des choses incontrôlables et incertaines, mais qu'il y ait quand même une part certaine et une part de contrôlable dans tout ça, ce qui va rassurer mon cerveau. Donc ça, c'est un travail à faire en âme. Ensuite, sur le moment même, bah, évidemment qu'il y a la respiration, mais on va être aussi dans l'utilisation de techniques, par exemple, une technique toute simple, mais qui permet de revenir au présent, parce que souvent, quand on stresse, c'est qu'on est en train de penser à ce qui s'est passé avant, à l'erreur qu'on a eue avant. Si je reprends dans ton cas le tennis, ben, si j'ai loupé mon service d'avant, si j'ai loupé ma balle de match d'avant et que j'y suis encore en train d'y penser, ça ne va pas m'aider là à effectuer le match tout de suite. Ou si je suis en train d'anticiper la prochaine balle et de me dire si je la rate, ou si lui il est plus fort, ou s'il me met le service de sa vie et que moi j'arrive pas à le récupérer, je vais pas être dans de bonnes conditions pour performer là maintenant tout de suite. Donc un outil pour revenir au présent, ça va être d'utiliser les sens. Et par exemple, ça peut être à un moment donné, chez les gyms qui sont souvent pieds nus, ça peut être de s'arrêter debout et prendre volontairement une pause dans sa compétition et faire une analyse fine et précise de tout ce qu'il se passe sous ses pieds. Par exemple, je me mets debout, je décide de faire une pause là pour me reconcentrer et je cherche tout ce qu'il y a sous mes pieds. Peut-être que le sol est dur, mou, rebondissant, rugueux, lisse, froid, chaud, il y a peut-être des petits cailloux, du parquet, du béton, je ne sais pas. Bref, je fais une analyse vraiment très fine de qu'est-ce que je sens sous mes pieds. Et en faisant ça, tu es obligé de te reconnecter au présent parce que ce que tu sens sous tes pieds, tu ne peux pas le sentir à un autre moment que C'est maintenant. de la pleine conscience. Exactement. En fait, on est en train de revenir à de la pleine conscience par un outil facilement applicable en compétition, sans s'asseoir, parce qu'on n'a parfois pas l'occasion de s'asseoir, fermer les yeux, etc. Donc ça, c'est un outil qu'on peut concrètement mettre en place, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, parfois on ne peut même pas déceler qu'une gymnaste fait de la préparation mentale. On est juste en train de voir quelqu'un debout avec les bras croisés ou j'en sais rien, tu vois, en train de faire de la recherche en interne. Ça peut être une solution pour revenir au présent. Ok. Ouais, c'est super intéressant. La pleine conscience, est-ce que tu peux l'appliquer plus parce qu'on sait il y a des personnes qui vont être plus impactées par ce qui va être plus visuel, auditif, kinesthésique. Là, tu parlais du coup de plus ce qui est kinesthésique Ouais. avec les sensations, le toucher. Et du coup, tu peux l'appliquer aussi, j'imagine, s'attarder plus sur les sons ou plus sur la vue. Ça, ça, tu peux le faire, tu peux le déterminer avec ton sportif? Ouais, ça c'est une question encore une fois de méthode. Bon, il faut Mm. bien être conscient des différences entre principe et méthode. Encore une fois, le gros principe là, c'est de revenir au présent. Euh, le principe, c'est aussi d'utiliser les sens pour revenir au présent et se reconnecter à quelque chose qu'on peut voir, sentir, toucher là tout de suite maintenant. Après, les méthodes, on peut les employer. Enfin, moi, j'ai vraiment aucune limite dans mes méthodes, si tu veux. À partir du moment où je réponds au principe, pour moi, je suis dans le bon. Et en fait, avec les gyms, on va chercher les méthodes qui leur parlent à elles. Et des fois, elles vont les trouver même par elles-mêmes en connaissant le grand principe. Parce que je leur explique quand même toujours comment fonctionnent mes outils. Et donc, je leur explique le grand principe, là, c'est de revenir au présent et d'utiliser l'essence. Et donc, parfois, elles vont même, elles, me proposer certaines méthodes. Elles vont me dire, oui, moi, à ma compétition, ça a été déjà le cas, par exemple, mais une gym qui s'était rappelée de ça. Et pendant la compétition, elle s'est mise à compter certaines choses, tu vois. Donc, en regardant ce que je vois là, je compte par exemple le nombre d'objets que je repère dans la salle. Ok, bah là en fait, elle est sur une tâche visuelle qui la permet de revenir au présent là tout de suite. Elle ne peut pas le compter à un autre moment que maintenant. Et elle n'est pas en train de penser à ce qui s'est passé avant ou ce qui va se passer après. Donc oui, on peut utiliser les autres sens carrément. Ouais, c'est super intéressant le fait que en communiquant avec le sportif, tu lui expliques telle méthode et que du coup lui il trouve par lui-même
je pense qu'on peut appeler ça une spécification, une spécificité, pardon, spécificité de la technique qui lui parle à lui-même et du coup qui est d'autant plus efficace, j'imagine, quoi. Ouais, ouais, complètement, mais enfin, moi, j'apprends énormément, en fait, en accompagnant les êtres humains, du coup. J'apprends énormément de choses et c'est pour ça que j'ai un gros principe aussi qui est la compréhension précède l'action et ça, moi, j'utilise dans tous mes accompagnements. Ça veut dire que vraiment, j'essaie de faire comprendre les choses aux êtres humains que j'ai en face de moi et en comprenant les choses, eux, derrière, vont pouvoir exploiter, bien plus que si je les mets dans un tunnel en leur disant tout de suite, c'est tu te mets sur tes pieds et tu regardes que ce qu'il y a dans tes pieds. C'est pas ça du tout. Moi, je leur donne le principe et après, ils peuvent aller exploiter ce principe-là de la manière qu'ils veulent, tu vois? Et comme je les accompagne, ben, on peut faire ces allers-retours entre: «J'ai utilisé ce principe-là de telle manière, est-ce que tu penses que ça fonctionnerait?» et cetera et moi, je les guide. Ouais, ouais, mais finalement, ça reste, enfin, ça reste, c'est un entraînement. C'est pour ça, on parle d'optimisation de la perf, c'est vraiment un entraînement parce que dans l'entraînement, classique ou même dans la prépa physique, c'est beaucoup mieux que le sportif, il comprenne pourquoi il fait ça et du coup, ensuite, il le fait: «Ah OK, je le fais ça va m'aider pour ça». Alors que si tu lui dis: «Ouais, tu fais ça». Je sais pas, tu mets tes pieds comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Il va se dire: «OK», il comprend pas, ça a pas trop de sens, quoi. Donc ça suit cette logique et je trouve ça super intéressant. C'est juste, en fait, c'est juste répondre aux besoins fondamentaux de l'être humain et l'être humain, il a Mmh. besoin de sens, besoin de logique. Donc si on lui répond, à ce besoin-là par, des explications et de la compréhension sur, ses besoins et derrière il est plus à même d'exploiter les principes. Super, super intéressant. J'ai une dernière question pour toi pour conclure le podcast. Est-ce que tu aurais une expérience à nous partager avec, un sportif, bah, du coup en gym, j'imagine, où il en est sorti quelque chose de positif, quelque chose que tu as pu mettre en place? Il y a eu tel résultat ou libre à toi de trouver ce qui pourrait, intéresser, les auditeurs. Ouais, bien sûr. Je réfléchis juste, je fais juste le tri dans ma tête, de quelle expérience j'aimerais bien, parler. Mais, bon allez, je vais prendre le cas d'une gym, qui s'était blessée. Heu, je l'ai accompagnée cette année et elle s'est blessée, si tu veux, il y a plus de 5 ans. Je crois que ça faisait, 7 ans qu'elle s'était fait une blessure au ligament croisé, sur un élément de gym, sur une réception d'un élément de gym et depuis ces 7 ans-là, elle n'a pas su, refaire l'élément dans la situation dans laquelle elle s'était blessée. C'est-à-dire sans aucun tapis, en configuration de compétition, si je peux dire et elle n'avait pas réussi à refaire cet élément-là et au point où même ça avait un petit peu, enfin, c'est même pas un petit peu, ça avait carrément impacté, son sport, sa façon de vivre le sport, puisque tout ce qui était assimilé à ce genre d'éléments, donc tout ce qui était assimilé à ce genre de réception, tous les éléments qui étaient associés à ce genre de réception, elle ne les faisait plus non plus, par peur de se reblesser, par blocage aussi, parce qu'elle savait qu'elle en était capable, qu'elle l'avait déjà fait, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y avait un véritable blocage là-dessus. Ensemble, on a vraiment fait de la recherche, pour le coup, vraiment de la recherche ensemble, sur quels étaient les outils les plus appropriés pour elle, ce qui lui parlait le plus, ce qui parlait le plus à son système nerveux. Et on a vraiment, on a, comment dire, on a marché vraiment par essai-erreur, au gré des séances et au gré des entraînements. On a fait plein d'essais-erreurs et on a fini par trouver un peu un assemblage d'outils de préparation mentale qui a permis à l'entraînement de réaliser cet élément-là. Alors pas encore en compétition, mais en tout cas, elle a pu le refaire à l'entraînement 7 ans après. Et évidemment que quand on débloque une situation comme ça, derrière, il y a plein de choses qui par voie de conséquence, se débloquent aussi. Les autres éléments qui étaient impactés ben, étaient plus simples à se lancer. Puisque je me rends compte que je suis capable de lancer un élément sur lequel j'ai bloqué pendant 7 ans, ça veut dire que je suis aussi capable de lancer certains autres éléments, que je suis capable de faire certaines choses, que j'ai une certaine force mentale. Bref, il y a véritablement une mise en confiance qui se met en place à partir de là. Et ça l'a vraiment aidé derrière, même à mieux vivre certaines compétitions, etc. Donc, donc, ça a été un élément déclencheur, mais ça a été le résultat d'un travail de longue haleine, entre guillemets, d'aller-retour entre ces entraînements, les séances de préparation mentale, les messages, l'ajustement des outils, etc. Mais le résultat derrière est qu'elle prend confiance et elle est capable de se lancer sur l'élément sur lequel elle s'était blessée 7 ans plus tôt.
Non, c'est super inspirant. Et ça durait combien de temps en tout, du coup, le suivi en préparation mentale qui lui a permis de revenir? L'accompagnement, du coup, il a duré, parce qu'on avait reconduit l'accompagnement. Du coup, ça a dû durer en tout 5 mois, je pense. Ça a dû durer 5 mois, je pense, de mémoire. Ouais, c'est un sacré travail quand même, hein, donc je pense que ça doit booster un peu la confiance en soi pour la suite, et puis tous les effets positifs aussi que tu as cités, chapeau. Merci. Bah écoute, on arrive du coup sur la fin du podcast. Pour les auditeurs qui voudraient te retrouver un peu le contenu que tu proposes, du coup, tu es sur Instagram? Ouais, je suis sur Instagram majoritairement. Je repartage des posts sur une page Facebook, mais c'est juste des repartages automatisés. Mais globalement, je suis sur Instagram, c'est arthur.pm. Je partage du contenu sur la préparation mentale croisée avec la gymnastique, du coup. Ok, bah écoute, je mettrai le lien en description du podcast. Et bah écoute, merci beaucoup pour ton temps, pour tout ce que tu as pu apporter sur la préparation mentale. C'était super intéressant. Moi, je suis pas spécialisé dans la gym, mais je pense que ça apporte des billes même pour des sportifs, même des entraîneurs, des préparateurs physiques. Je pense qu'on peut retranscrire un peu des principes fondamentaux de la performance. Et même pour des gens qui s'intéressent à la préparation mentale, je pense qu'ils ont appris pas mal de choses. Donc, merci beaucoup. Merci aux auditeurs qui ont écouté le podcast jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.